Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après, mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après, ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 5. La fin des années 60. Mai 68, ça a été très bizarre, très bizarre au début. Ça a commencé par les étudiants, donc on regardait ça à la télévision. Alors on était partagés en disant ils exagèrent, oui, ils sont malheureux les étudiants, ils en veulent de trop. Mais c'était une période où justement il fallait que la société change. Et c'est grâce aux étudiants que la société a changé à cette époque-là. Petit à petit, on a compris ce qui se passait. Qu'au début, on ne comprenait pas, on disait oh, ça y est, encore des jeunes qui vont se révolter, alors qu'ils sont pas malheureux, etc. Puis petit à petit, on réfléchit parce qu'on a quand même des émissions à la radio, à la télé. On finissait par se faire sa propre opinion. Mais par contre, les violences qu'il y avait eu, par exemple dans Paris ou même dans d'autres villes, où on défaisait les pavés, on les jetait sur les CRS, je ne sais plus comment ils disaient, CRS, SS, nous choquaient quand même beaucoup. Il y avait une violence qu'on n'avait jamais connue. La violence, on la connaissait, mais à la télévision, par les guerres qu'on voyait, mais pas chez nous. On n'a pas eu les mêmes affrontements sur Amiens, mais on en a eu énormément. Et puis, petit à petit, ce qui se passait à Paris a gagné les villes, même à Amiens. Et c'est surtout que d'un seul coup, on ne trouvait plus rien. Les ouvriers, il y a eu grève et tout, et il y avait grève partout. Donc, dans les magasins, on n'était plus approvisionnés, rien du tout. Et je me souviens d'une chose qui était quand même... nous, on avait trouvé ça très grave, c'est que mon père continuait à travailler. Dans son usine, il fabriquait toujours sa limonade et ses sodas, et il avait posé la question à ses employés en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? Avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ?» etc. Et les ouvriers disaient « Écoutez, monsieur Lemay, nous, on est une petite usine, on est quoi, une douzaine d'ouvriers, il va rien nous arriver. » Bon. Donc, ils ont continué à travailler. Et au bout, mettons, mais je vais dire 8 ou 10 jours, il y a un camion qui était venu pour livrer du Schweppes. Parce que mon père fabriquait pas le Schweppes. Et ça venait de l'usine, mais je ne sais plus quel endroit. Il venait livrer les caisses de Schweppes. Et quand il est arrivé, comme il n'y avait pas de téléphone portable, il ne savait pas si l'usine marchait encore ou pas. Et dans sa camionnette, dans la cabine, ce monsieur sort et il avait un fusil. Et mon père lui demande pourquoi il y avait un fusil. Il dit parce que si je me fais arrêter sur la route, il risque d'y avoir des gros problèmes, de m'empêcher de travailler, de foutre en l'air mon camion, ma marchandise, etc. Et donc il dit moi j'ai peur. Et vous êtes le dernier que je livre parce qu'après c'est fini, je ne livre plus. Et là mon père a pris peur. Il a dit là ça commence à être grave. Et il avait vu, pendant un jour ou deux avant cet épisode, il avait vu des gens qui commençaient à tourner sur le trottoir devant l'usine. Et là il s'est dit là il va y avoir un problème. Et pour éviter les problèmes pour lui et pour ses employés, il a dit on ferme. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un problème avec vous. Il a fait fermer l'usine. Je ne sais plus combien de temps. J'avoue que je ne sais plus. Tout au début, que j'avais eu en cadeau par mon mari un lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle, de temps en temps, il fallait mettre du sel. Et puis, on mettait à cette époque-là du gros sel. On n'avait pas, comme on voit maintenant, des sels en pastilles, etc. Et on a tort, parce que de toute façon, ça fait le même effet, puis c'est beaucoup moins cher. Enfin bon, bref, ça c'est ma réflexion personnelle. Donc, je vais dans cette grande surface, je fais quelques courses, on trouvait encore un petit peu quelque chose. J'arrive devant le rayon de gros sel, et je vois encore cette énorme pancarte, 1 kilo de gros sel par personne. Restriction. Et j'avais besoin de 2 kilos de gros sel pour ma machine. Je prends mes 2 kilos de gros sel, je fais ma queue, j'arrive à la caissière qui me dit « Madame, je suis désolée, mais vous n'avez le droit qu'à 1 seul kilo. »
J'ai commencé, je donne qu'un seul kilo. Elle dit, vous n'avez pas vu la pancarte? Je dis, si, mais je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit à 2 kilos de gros sel. Ah, mais madame, c'est comme ça, il faut que chacun puisse se fournir, etc. Moi, j'ai besoin de 2 kilos de gros sel, c'est tout, point. Et la fille, la pauvre caissière, elle se met à pleurer, alors qu'elle n'y était vraiment pour rien, mais à mon avis, elle se faisait tout le temps disputer. J'ai dit, écoutez, allez me chercher un responsable, parce que là, je voudrais quand même savoir ce qui se passe. Arrive un monsieur qui dit, madame, alors, qui parlait tout doucement, et je lui disais, parlez un peu plus fort, monsieur, je ne vous entends pas bien, parce que je voulais que les personnes qui faisaient la queue derrière entendent. J'étais méchante, en fin de compte. Et il me dit, mais madame, c'est la loi, vous savez, à ce moment, ce qui se passe, vous n'aurez qu'un seul kilo. Écoutez, monsieur, il va falloir que vous me faisiez voir un papier officiel du gouvernement, de l'État, de tout ce que vous voulez, comme quoi vous empêchez vos clients d'acheter 2 kilos de gros sel. Mais madame, vous n'allez pas faire de scandale, c'est pas possible, si tout le monde était comme vous, on va fermer le magasin. Et je dis, écoutez, monsieur, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre 1 kilo de gros sel, je vais sortir. Je vais mettre dans ma voiture, je reviens, je reprendrai 1 kilo de gros sel. Je vais faire ça pendant 5 ou 6 fois dans la journée. J'aurai mes 6 kilos de gros sel en fin de compte. Et à ce moment-là, le monsieur me dit, oui, vous avez raison, madame. J'ai alors, vous savez, pour m'éviter tous ces trucs-là, ce qu'on va faire, vous me les donnez, mes 2 kilos de gros sel, comme ça je serai tranquille, je ne serai pas obligée de revenir. Alors il m'a donné 2 kilos de gros sel, plus ou moins en 12, enfin tout le monde était au courant, quoi, tous les gens qui faisaient la queue. Et j'étais tellement en colère de ce qui se passait, que je me suis retournée vers tous les gens qui faisaient la queue, puis je dis, vous avez vu ce qu'il faut faire pour avoir mes 2 kilos de gros sel? Et c'était quand même ça a été quand même l'angoisse, parce qu'on ne trouvait plus rien. Même une fois, je me souviens, pour allumer Magasinière, j'avais besoin d'une boîte d'allumettes. Je vais à l'épicerie dans ma rue, il y avait une épicerie, et le monsieur me répond, ben non, on n'a plus d'allumettes, madame. Je crois, même les allumettes, les gens ont stocké des choses, mais c'était effarant. On avait peur, c'était la guerre. Mes 2 frères étaient étudiants à ce moment-là en médecine, et forcément à la fac, d'un seul coup il n'y a eu plus de cours, il n'y avait plus rien. Mes frères y allaient, ils étaient comme tout le monde, ils étaient sur les gradins, et puis ils criaient comme tout le monde. Ils étaient étudiants, même s'ils étaient sortis d'une famille aisée, c'était leur vie, leur avenir qui était en jeu. Donc ils critiquaient aussi beaucoup. Mais j'avoue, de plus loin que certains étudiants, comme on a vu à Paris. Comme Bendig et tout ce qui s'ensuit, pour nous, c'était l'horreur, ce mec-là. C'était le diable. Parce que c'est lui qui avait... On avait l'impression que c'était lui qui avait mené toute cette guerre, en fin de compte. Et c'est ça qui nous avait fait un petit peu peur, c'est de voir que ce pouvoir, face au peuple, il était nul, quoi. On a eu peur parce qu'un jour, à la radio, on a entendu que les parachutes allaient débarquer sur Paris. Et ça, pour nous, ça a été... La preuve, c'est que je m'en souviens encore maintenant. Et là, on s'est dit, ça y est, ça va être la guerre. Et on a eu peur de ça. Là, on a cru vraiment qu'il allait y avoir la guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, De Gaulle, c'est De Gaulle qui était parti. Il avait quitté la France. Et ça a été aussi très inquiétant, quoi. Si le président de la République, il s'en va, ça va être... qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ça va être la guerre, vraiment. Et puis, un beau jour, il n'est pas resté... pas trop longtemps absent, il est revenu. Et quand il est revenu, on s'est dit, il va nous sauver en fin de compte. Mon père, par exemple, qui n'avait jamais de sa vie défilé pour qui que ce soit, ce jour-là a défilé pour De Gaulle. Il y a une manifestation pour De Gaulle et mon père y est allé. On avait besoin, oui, de changement. On avait besoin que la vie change. Tout devait changer, c'était sûr et certain. Parce que peut-être qu'inconsciemment, on savait que ça n'allait pas. Franchement, même si ça a été dramatique, ça fait beaucoup de bien à la France. Après les événements de mai 68, Françoise nous parle de sa première grossesse durant l'été de cette même année. Alors, sur cette photo, on voit un couple. Le mari tient sa femme par les épaules. Ce couple se trouve dans un jardin avec un beau sapin, avec un parterre de fleurs. Et ils ont l'air heureux tous les deux. Ils vont sourire tous les deux. Et à mon avis, ils rentrent de vacances parce qu'ils sont bronzés l'un comme l'autre. Et la dame, elle a une robe de femme enceinte. Donc, elle est enceinte, à mon avis, de 7-8 mois. Et ils ont l'air heureux tous les deux d'attendre cet enfant qui va bientôt arriver. Mon mari, il faisait la saison d'été à Carnac en tant que professeur de tennis. Donc, on partait pendant 2 mois à cette époque-là. On faisait
tout juillet, tout août, on rentrait début septembre, quoi. Pour lui, c'était des fausses vacances, quoi. Et ben moi, j'allais à la plage, j'étais avec des amis, je faisais pas grand-chose, c'était faire au foyer. J'étais tellement habituée à vivre dans un foyer où les femmes ne travaillaient pas que moi, j'étais habituée à ça, quoi. Ça ne s'est pas décidé véritablement, c'est qu'un beau jour, je me suis dit, oula, j'ai l'impression que je suis enceinte. Donc j'ai fait un examen gynécologique et en effet, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Bon, enfin, on était heureux quand j'ai annoncé que j'allais avoir un enfant. Je me souviens une fois, encore à Carnac, un matin, je m'en vais chez le boucher acheter de la viande et puis j'étais quand même enceinte de septembre, octobre, de 7 mois et demi. Et il y avait un monde fou. Et à cette époque-là, les femmes enceintes étaient prioritaires. Je n'ai jamais exigé il fallait avoir une carte de la sécurité sociale, ou jamais demandé, etc. Donc ça se voyait que j'étais enceinte forcément. D'autant plus que j'étais quand même assez forte. Et le boucher, alors je ne sais pas s'il m'avait regardé ou s'il il a parlé sans se regarder à qui s'adresser. Hey mademoiselle, elle veut quoi? J'étais vexée. J'étais très vexée qu'il m'appelle mademoiselle alors que j'avais un gros ventre. Alors par contre, comme on était forcément au bord de la mer, moi je continuais quand même à me baigner parce que j'adorais l'eau. Et on avait des maillots de bain, c'était toujours encore les anciens maillots de bain où on cachait le haut des cuisses. Et sur le devant, à peu près au niveau de la poitrine, on avait du tissu froncé qui allait jusque sur le côté du corps pour cacher le ventre. Ça ne se faisait pas qu'une femme enceinte allait se baigner, enfin tout au moins se fasse voir comme ça. Et moi je me souviens d'avoir été une fois avec maman voir mes grands-parents. Bon, c'était peu de temps avant que j'accouche, donc j'étais vraiment presque à 9 mois de grossesse. Et au moment de repartir, j'ai entendu ma grand-mère qui disait à ma mère « Tu devrais dire à Françoise qu'elle n'est plus présentement, il ne faut plus qu'elle sorte. » Ça ne se faisait pas. Une femme enceinte, on l'a cachée en fin de compte. Peut-être pas au début, mais à la fin, quand on était vraiment très forte, j'étais vexée aussi. Je dis, mais c'est quoi ça? Oui, c'est mal à comprendre la raison. Bah oui. En plus, moi, j'étais fière de mon ventre. Il n'y avait pas, comme on fait depuis de nombreuses années, où on apprenait aux femmes les sages-femmes, elles apprenaient, par exemple, à souffler, à respirer au moment de l'accouchement. Il n'y avait pas de préparation telle que ça existe depuis des années. Déjà ça, on n'avait pas d'échographie, ça n'existait pas à cette époque-là. Donc on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On était suivi forcément par le gynécologue d'une façon régulière, mais sans examen vraiment, mis à part que le médecin vous palpait le ventre, etc. Mais c'était la grande inconnue en fin de compte. Jamais on m'a dit tu feras attention, au moment de l'accouchement il y aura ci, au moment de l'accouchement il y aura ça. Non, je n'ai pas souvenir de ça. Non, mais maman est arrivée, j'ai accouché le matin très tôt, et ma mère est arrivée dans l'après-midi, mais une fois que le bébé était largement né, quoi. Moi j'ai appris, forcément maintenant plusieurs années, qu'une femme enceinte par exemple ne doit pas manger d'huîtres. Alors que nous on s'est gavé d'huîtres. Quand on était à Carnac en Bretagne, on s'est gavé d'huîtres. Alors, le prénom féminin, il a été vite choisi parce que, comme on était en Bretagne, un jour, je suis allée... Ma belle-mère était avec moi, d'ailleurs. Elle était venue passer quelques temps avec nous. Et on est allé visiter l'abbaye de Anne de Bretagne. Et quand je suis rentrée de cette visite, j'ai dit à mon mari, « Ah, ce serait joli comme prénom. » Donc, c'est là-dessus qu'on s'est décidé pour Anne. Et pour le garçon, on avait décidé David. Et ça, c'est plus mon mari et moi qui avaient décidé. Mais après tout, oui, Anne et David, c'était bien. Alors les loisirs journaliers, mon mari partait au boulot le matin, il rentrait le midi, il déjeunait, il repartait au travail, il rentrait le soir, quoi. Donc moi, j'allais le rejoindre au tennis, ou j'avais des amis, ou je faisais catéchisme le mercredi. Dans mon quartier, il y avait une dame qui faisait catéchisme, puis un jour, on a dû sympathiser, elle en a parlé, puis tiens, on cherche quelqu'un qui pourrait faire le catéchisme, qui maintenant s'appelle catéchèse d'ailleurs. Et j'ai dit oui, après tout, pourquoi pas. Donc j'avais peut-être 4-5 enfants qui venaient
Dans l'après-midi, oui. Pendant 1h30, un truc comme ça. Je ne l'ai pas fait longtemps parce que un jour, c'était de l'année où les enfants en plus devaient faire leur première communion. Donc c'était encore des petits-enfants. Donc on expliquait Jésus, etc. Enfin bon, bref. Et puis un jour, j'ai demandé aux enfants, j'ai dit, mais alors, vous allez faire votre communion, pourquoi? Et il y en a un qui m'a répondu, pour avoir des cadeaux. Je dis, bon d'accord. Je travaille depuis 3 ou 4 mois avec ces enfants-là, et si c'est pour avoir des cadeaux, moi j'arrête. Nous terminons les souvenirs des années 60 par une photo prise un soir de grande première. Alors, c'est un groupe de 4 jeunes femmes qui ont l'air de bien s'amuser d'ailleurs. Parce qu'elles rient bien fort, toutes les 4. Et c'est le soir. Et c'est le soir où il y a eu l'homme qui, pour la première fois, qui est allé sur la Lune. On a fêté ça avec un petit apéro. Ça, c'était à Carnac, avec des amis qui venaient passer des vacances pendant que nous, on y était. On s'entendait très bien, on faisait souvent des bonnes soirées d'ailleurs. Pourquoi Carnac? Parce qu'on avait été une année en vacances là-bas, et ça nous avait plu. On trouvait ça extraordinaire, la Bretagne. Ce qui est vrai, c'était un très beau coin. Et il s'était renseigné, et il avait trouvé un couple qui avait un club de tennis, mais c'était des gens qui n'étaient pas du tout dans le tennis. Ils avaient dû hériter d'un terrain, je ne sais pas trop quoi, et puis ils voulaient, je pense, faire ça pour leur fils, qui n'était pas du tout passionné. Et puis quand Jean s'est proposé, il leur a dit c'est formidable, oui en effet on a besoin d'un prof de tennis dans notre club. Et ça s'est fait comme ça. Donc on y est allé on l'a fait pendant 10 ans, et on y allait 2 mois donc par an. C'était très familial, très très familial. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ou d'un mois même sur l'autre, parce que nous on y allait 2 mois, on retrouvait les mêmes personnes, les mêmes enfants qui avaient grandi, et tout était vraiment familial en fin de compte. Beaucoup plus que maintenant où vous mettez votre serviette sur la plage et puis vous allez vous baigner et puis vous vous occupez même pas des voisins d'à côté. Il y avait encore les dunes, c'était pas encore aménagé comme maintenant. On était dans une villa d'un des amis là qui avait loué et qui avait lui une télévision. Parce que sinon nous on n'avait pas de télévision. Donc on s'est tous réunis chez lui pour justement voir en direct l'allumage. Puis bon, on a trouvé ça extraordinaire, oui. C'était un départ vers quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer en fin de compte. Ah non, c'était super. On n'en revenait pas en plus, c'était quand même quelque chose qui nous a épatés, qui nous a intrigués. C'était tellement nouveau ce genre de choses, puis pour nous c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était inaccessible la Lune. On ne pouvait même pas s'imaginer qu'un jour qu'un homme irait sur la Lune, quoi. Quand c'est arrivé, on a eu du mal à le croire, quoi. Oui, c'est sûr que Spoutnik, on s'en souvenait bien, même encore maintenant, je m'en souviens. Mais c'était moins impressionnant parce que c'était pas chez nous que ça se passait. On le voyait pas en direct. On l'apprenait par les journaux ou par la radio. Mais là, c'était du direct. Et il y a ça aussi qui était très impressionnant. Quand il a mis le pied sur le sol de la Lune, on a hurlé de joie. Vraiment, on a hurlé de joie. Et on sentait, on entendait dans les villas autour que les gens regardaient aussi. Et il y a eu comme une explosion de joie autour de nous. Ah non, c'était comme un événement extraordinaire, quoi.